Nous allons projeter un film là, qui va durer un quart d'heure, qui a été une projection d'architecte sur un réaménagement possible d'église. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer déjà en quelques mots comment est née cette réflexion, comment une communauté de communes finit par s'intéresser au devenir de ces églises? Comment se pose la question? Merci beaucoup à toutes et tous. Eh bien, déjà, je parle effectivement de la France des petites communes. La grande communauté de communes, 49 communes pour seulement 21 000 habitants, avec la plus petite commune qui fait 50 habitants, une église de 100 places, et la plus grande ville fait 2500 habitants, avec une église et une chapelle. Donc on est dans une situation particulière. On n'est pas dans l'urbanisme de l'ouest de la France, par exemple, où les villages sont plus conséquents. Et donc la question taraude tout le monde, avec des restrictions budgétaires, comment je fais pour entretenir cette église. Moi-même, dans ma petite commune d'à peine 300 habitants, j'ai souvenir, il y a très longtemps, du jour où on a voulu refaire le crépi, les enduits de l'église. À l'époque, il y avait un vrai laïcard, un prof qui bouffait du curé, et pour lequel il n'était pas question de mettre 1 euro dans cette satanée église. Et puis on avait la bigote du coin qui... voilà. Et c'était passionnant comme discussion, parce que la question est très difficile, et personne ne peut la balayer d'un revers de main. Et un jour... un des membres du conseil a dit comme ça, imaginez quand on remonte les côtes Saint-Pierre, ça s'appelle comme ça, qu'on ne voit plus le clocher au loin. Et il m'a convaincu, le gars. Il m'a dit, c'est pas possible. Même si je vais pas à la messe, je me suis dit, non, on peut pas imaginer le village sans son église. Alors je vous parle de là. Qu'est-ce qui fait que la communauté de communes s'intéresse à cette question difficile, alors qu'elle n'a pas de compétences là-dessus? Un voyage d'études au Québec, en 2011. Et dans le voyage d'études au Québec, pour visiter l'intercommunalité, en détour de chemin, on nous fait visiter des églises à usage partagé. Le chœur sacralisé, et puis dans la nef, vu que c'est à la charge des paroissiens, on cherche des idées. Vous avez dû en parler, je pense. Puis c'est très cher à entretenir, il fait froid là-bas. Et donc, souvent une salle polyvalente, ce qui permet de ramener un peu de finances communales dans le lieu. Et on s'est dit, voilà une question extrêmement intéressante pour notre secteur. Et c'est partant de ça qu'on a décidé de lancer très lentement une réflexion pour ne pas provoquer, tant c'est sensible. Et en plus, moi, je suis d'une couleur politique qui n'est pas celle de mon territoire. Et j'ai toujours été élu sur des terrains comme cela, où il faut convaincre en entrant. Et sur ces questions-là, surtout, on ne me donne pas la bénédiction spontanément. Donc il a fallu montrer que la réflexion, elle était sérieuse et surtout respectueuse. Et ça, j'y ai toujours tenu. Il n'y a rien de plus facile que de mettre le feu à un territoire, à une assemblée, et de faire de la provocation. Et c'est pour ça qu'on est allé lentement. En plus, différents regroupements d'intercommunalités nous ont contraints à ne pas en faire un sujet absolument prioritaire. On a dû mettre ça en marge, il y a eu 2 ans de pause à un moment parce qu'une étape était franchie, puis qu'on s'occupait d'autres choses, etc. Mais ça a été très important pour arriver l'an dernier à un point assez important où on s'est rencontrés, où on a monté avec le CAUE, vous savez ce que c'est, je pense, un CAUE, un colloque sur le devenir des églises en lien avec l'évêché. Et là, on a vu que la réflexion avançait. Mais avant de faire ce colloque, la commune, on allait beaucoup plus loin en concertation, à faire un diagnostic, à faire bosser un stagiaire sur des exemples dans le monde de reconversion, etc., pour faire infuser, diffuser, etc. Et on a décidé, il y a 2 ans, je crois, 3 ans, ah non, oui, ça passe vite, c'était 2016, donc certainement en 2015, on a décidé d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de faire un vrai travail de recensement des maires volontaires pour engager une réflexion, première condition, et des maires qu'on savait capables de tenir une réflexion comme celle-là. Il ne s'agit pas de dire je ne sais pas comment entretenir mon église, voilà. Est-ce que je suis prêt à me réunir avec mes habitants pour poser cette question difficile?
Et là, on a mis un peu de moyens, on s'est rapproché de l'université, on a cherché un sociologue volontairement, on s'est rapproché d'une association spécialiste de la concertation participative, et on a travaillé qualitativement de cette manière-là pour faire avancer les choses. Enfin voilà en gros la situation. Donc le film que vous allez voir est utilisé dans ce contexte-là. Vous verrez son sens pédagogique de tenter d'éveiller les esprits à cette question difficile. Je vous propose, c'est peut-être qu'on enchaîne tout de suite sur le film, si cela est possible. C'est un film qui dure de 16 minutes, qui a été réalisé notamment avec l'architecte Maxime Santiago. Et le CAUE, oui, pour le CAUE de Meurthe-et-Moselle, exactement. Il ne faut pas les oublier, hein. Puis j'y tiens. J'ai des présidents du CAUE aussi. Mais si, ça fait peut-être aussi un élément de sensibilisation important, et puis un support de réflexion très, très intéressant. L'église au milieu du village. Un monument que l'on ne voit plus comme un monument, mais simplement comme une évidence. L'église est là, familière, ayant rythmé depuis des générations la vie des gens. Les mariages, les communions des enfants, les dimanches et les fêtes. Et puis le monde a changé. Ce qui paraissait immuable a bougé. Les gens sont partis travailler ailleurs, habiter plus loin. La pratique religieuse des familles s'est diluée, fragmentée, et les églises se sont retrouvées moins sollicitées. On allait alors à la messe, après avoir regardé dans le petit bulletin paroissial quelle église était ouverte ce dimanche. Le maire, notre maire, lui, continuait à chercher par tous les moyens d'entretenir cette église qui avait accompagné le quotidien de tant de familles du village pendant tant d'années. Préserver le monument, entretenir la flamme et l'énergie de cette maison du partage et de la fête, des grands moments de la vie des familles. Pour être certain que l'église serait toujours au milieu du village, il fallait lui trouver de nouveaux usages. Le monde a changé. Le monde change. La campagne change. La campagne pourrait bien redevenir un lieu d'invention et d'innovation. 42 églises dans un territoire laboratoire, 15 000 habitants. Et là, dans un petit échantillon de ce territoire, 5 communes qui résistent, qui s'interrogent, qui s'inventent un avenir. Les églises sont toujours au milieu du village et nous pensons qu'elles peuvent être aussi au milieu de ces énergies d'invention et d'innovation pour contribuer à un monde meilleur. Finalement, une situation assez banale, une vallée modeste, dans un vaste plateau agricole, mais une histoire riche et complexe. Les villages s'installent, comme toujours, dans une grande intelligence géographique. L'eau, toujours proche, les espaces de production ménagés et préservés, la route qui relie les villages, et bien entendu, l'église. Les églises, qui constituent des repères, toujours plus ou moins à la même distance les unes des autres. Tout cela a finalement peu bougé, jusqu'aux catastrophes de la Grande Guerre et aux destructions qu'elle a engendrées. Inlassablement, les hommes ont reconstruit les habitations, les fermes, les villages et les églises, bien sûr. La modernité des 30 Glorieuses a fait éclater ce système. Les fermes sont sorties des villages, laissant de grands bâtiments vides. Les maisons ont poussé à l'extérieur sous forme de tas sans rue principale. On voit bien dans ce territoire que les églises parlent de leur histoire, de ce qui a traversé les siècles, parlent aussi de ce que l'on a perdu, qu'elles accompagnent l'évolution du monde, de nos campagnes et de nos modes de vie. Alors ici, dans cette vallée, on a imaginé que cela allait se poursuivre et que les modes de vie de demain qui sont en train d'émerger allaient aussi emmener avec eux les églises, leur devenir, leur avenir, leurs usages et leur vie. L'Église nous semble avoir ici un vrai rôle et sans doute quelques solutions à nous suggérer. On ne consommera, gaspillera plus de sols capables de nous nourrir et de préserver la nature et sa richesse de biodiversité. On devra donc se replier vers les villages. L'Église, qui est au milieu du village, comme chacun sait, s'en retrouvera à nouveau bien entourée. On devra être économe, partout, surtout. On devra recycler, réutiliser, se réapproprier. L'Église, comme les anciens bâtiments de ferme, sont des potentiels de renaissance puissants dans nos villages. On va vers une transformation de notre alimentation, aussi bien de nos productions, avec le réchauffement climatique, que de notre consommation de plus en plus fondée, à nouveau, sur les circuits courts et les produits locaux.
Examinons quelques hypothèses à partir de quelques situations réelles. Si les églises sont des potentiels de réactivation de nos villages, on doit avant tout en vérifier l'état, la valeur. Diagnostic technique et sanitaire du bâtiment, position dans le village, accessibilité, fréquentation bien entendu, puisque la première des valeurs de l'église à interroger est celle de son maintien dans son usage ancestral et traditionnel, cultuel. Qualité architecturale et capacité à être transformée dans sa structure bâtie, accès, surface utilisable, éclairage naturel. Nous avons donc pris 5 villages tests, 5 villages supports d'hypothèses, pas pour imposer des solutions qui n'appartiennent qu'aux habitants, aux paroissiens, aux usagers et aux élus, mais bien pour réfléchir et penser autrement, pour commencer à se dire qu'on pourrait transformer les églises en nouveaux lieux de vie, de rencontres et de promesses pour un avenir plus prometteur pour notre campagne d'ici. Thiaucourt. Le bourg principal est doté d'une église reconstruite après la Grande Guerre, dans un style néo-baroque qui rappelle l'édifice détruit. La taille de cette église est en lien avec le rôle et la position centrale de la commune. Elle reste d'ailleurs aujourd'hui l'une des plus fréquentées et accueille plus de 35 cérémonies cultuelles par an. On comprend dès lors que la commune ait souhaité en valoriser les abords, la place est réhabilitée, l'édifice lui-même devrait faire l'objet d'une remise en état. Ici, usage, situation au cœur du territoire, dans le centre du bourg, capacité d'accueil, monumentalité architecturale, tout milite pour que l'on préserve ce rôle de rassemblement des paroissiens. Sans doute une vocation cultuelle, même si, bien sûr, comme cela se passe déjà aujourd'hui, quelques événements culturels peuvent enrichir la vie de l'édifice. L'Église est bien ici au cœur d'une valeur symbolique et de pratiques culturelles essentielles dans l'organisation territoriale. Euvezin. À quelques encablures de ce bourg-centre, des petits villages restent comme celui-ci, les témoins d'une campagne active, paysanne, marquée par le travail des sols et par ses paysages, par les fermes, par le lavoir, la mairie, la petite église. Ici, à peine 100-120 personnes sont possibles à accueillir dans ce petit édifice qui reste cependant un marqueur puissant de l'histoire du village. Entièrement détruit pendant la tragédie de la Grande Guerre, seul reste le château, d'ailleurs protégé au titre des monuments historiques, et cette petite église dont le clocher modeste est fondamental dans le paysage. Il émerge des vergers du Mirabelier lorsqu'on approche du village. On comprend bien ici que la proximité avec le bourg et le nombre d'habitants, 115, presque le nombre de personnes possibles à accueillir dans l'église, hypothèque un devenir cultuel, mais ouvre des réflexions sur d'autres appropriations. Le volume simple, et finalement à la même échelle que les fermes du village, pourrait être habité, transformé en logement, adapté pour des personnes qui veulent bien vieillir au village, ou pour des jeunes couples, ou pour l'apprenti qui est en alternance dans l'exploitation voisine. La tour, le clocher, lui, devrait, en regard de sa valeur de repère dans le paysage, sans doute rester d'usage partagé. Lien entre les habitants nouveaux et les villageois, salle commune, belvédère sur les toits du village, sa petite porte ouvre sur un bel espace protégé entre les maisons, une terrasse pour tous, pour une fête, qui sait. Mais on pourrait ici imaginer d'autres usages suivant ce que les habitants souhaitent. Un espace de travail partagé, des locaux associatifs, un tiers-lieu. Quoi qu'il arrive, l'idée est de se saisir de l'histoire de cette église, de sa valeur symbolique de lieu ayant accueilli pendant un siècle la communion, pour en faire un lieu commun qui rassemble, qui crée de la vie et du lien. Essay et Mézeray. Au fil de notre parcours se dessine également un édifice plus présent, plus imposant, plus conséquent, et sans doute plus important, tout simplement parce qu'il a fait l'objet dès 1920 d'un classement au titre des monuments historiques. La valeur patrimoniale est ici un prétexte de développement dans un territoire qui joue, à proximité d'un des grands lacs attractifs de la région, la carte des patrimoines. L'église paroissiale, de fondation romane et d'architecture gothique plus tardive, est au cœur du village, accompagné d'un très beau mail planté de tilleuls. Ce socle paysager participe de la puissance et de la sérénité du monument. Il est monument autant que l'édifice architectural l'est. Cette valorisation dans un parcours de patrimoine rural peut évidemment se conjuguer avec un éventuel maintien de la vocation cultuelle.
aussi bien qu'elle peut se conjuguer avec sans doute assez peu de travaux et d'investissements avec un usage culturel. Presque 400 mètres carrés pour la nef, plus de 600 mètres carrés en emprise globale, une organisation en 3 nefs qui commence à dessiner des modules possibles à isoler, des hauteurs et des paysages intérieurs variés, des qualités qui commencent à initier également des programmes possibles pour une maîtrise d'œuvre architecturale à venir. Si la production de nourriture reste une des fonctions les plus nobles de la campagne, c'est bien la culture qui fait société, qui rassemble, qui éduque et qui contribue à redonner du sens à nos villages. L'ambition n'est pas ici une option, c'est une obligation, et cette église-là nous semble bien accueillante. L'enjeu patrimonial impose ici d'être inventif pour faire renaître des valeurs d'usage régulier. Et si d'aventure, on réussissait à considérer ce monument, puisqu'il s'agit bien d'un monument protégé, comme une opportunité et non pas comme une charge, alors on pourrait aussi aller encore plus loin et l'imaginer comme une salle commune, partagée par les habitants de ce village, mais également d'autres villages pour certaines manifestations. Concerts, théâtres, accueil de colporteurs de culture, d'artistes, de conteurs ou de séances de cinéma, débats. La vie culturelle est une valeur essentielle du renouveau du village. Une sorte de salle polyvalente nouvelle génération, celle du recyclage, de l'économie architecturale circulaire, capable en plus d'économiser l'or des campagnes, c'est-à-dire son sol, celui qui produit de la nourriture. Saint-Baussan. Dans cette autre petite commune, à peine 80 habitants, l'église, qui elle peut accueillir 120 personnes, a fait l'objet d'une complète remise en état, effort presque incroyable de la commune et de ses habitants, mais finalement un édifice prêt à être remis en scène dans la vie du territoire. Aujourd'hui, encore en déficit d'usage, l'investissement est plus de l'ordre de la vocation future à imaginer, à partager avec les habitants, à discuter avec les paroissiens, qui pour beaucoup vont dans le bourg voisin, que dans des dépenses nouvelles. C'est une bonne chose, même si en fait cela est moins évident que cela pourrait paraître. Que faire ? Préserver dans cette petite église une vocation cultuelle pour éviter de chauffer une plus grande église ailleurs ? Inventer un programme adapté à cet espace simple de nef unique et d'architecture néo-romane et assez bien éclairé ? Lequel ? Ici, penser autrement impose de casser les codes. Un accueil d'activités sportives pour les plus anciens des villages, une capacité à se retrouver et à entretenir corps et esprit dans un lieu adapté, pour les plus jeunes, pour des associations, équipements sportifs légers, modulables, transformables, adaptables, permettant également une véritable souplesse d'usage au cœur du petit village. Toujours à proximité de grands équipements de loisirs dans la région, un lac, une base d'équipements importants, on pourrait également implanter là des hébergements de loisirs, insolites, collectifs, étonnants, offrant la possibilité d'inventer d'autres façons de randonner, de découvrir un territoire, de constituer une offre d'accueil, pourquoi pas en lien avec les habitants. Sans doute ouvre-t-on ici également la porte à une inventivité de programme. Sèche-Près. Ici encore une église de la reconstruction d'après-guerre. On est sur un territoire fortement marqué par l'histoire dans le paysage et l'architecture raconte partout les blessures, mais également les renaissances. Alors on se dit ici, l'église pourrait être une pièce d'un système complexe qui permette au territoire d'aller vers un territoire autonome en énergie, une forme de contribution à un territoire à énergie positive, contribuant ainsi à sa mesure aux engagements de la COP21, aux engagements de la France en termes de transition énergétique. Une scierie fabriquant du bois de chauffage et des plaquettes pour nos habitations et notre église. Un méthaniseur ou des méthaniseurs associés aux fermes. Des éoliennes participant à la création d'un paysage de l'après-pétrole. Sans doute encore choquant pour certains, mais à considérer dans ces grandes mutations historiques du territoire qui ont toujours été des marqueurs de paysage. Et puis, contribution à considérer comme symbolique mais essentielle, des panneaux photovoltaïques sur le pan de la toiture de l'église parfaitement exposée plein sud, qui constitue un élément d'une centrale villageoise qui pourrait s'installer sur des pans de toiture, sur nos bâtiments de stockage agricole, sur les appentis, les garages. Dans ce même objectif de contribution à la transition écologique, les rôles de l'agriculture et de la production de nourriture sont multiples. Vecteur de développement économique local, contributeur à un enjeu de santé publique, créateur de liens sociaux. L'église peut être ici ce lieu d'échange, de rencontre, de valorisation du travail des sols.
l'église devenue marché, l'église qui accueille un site de transformation des produits, l'église qui participe à la production des repas pour les écoles, l'église, lieu de vente des produits du terroir, voire qui pourrait héberger une microbrasserie. Bref, des activités réinventées, symbiose entre des habitants, des consommateurs, des consomme-acteurs, comme on l'entend parfois, qui s'appuient sur les valeurs de production locale pour recréer des micro-économies de territoire, des emplois, qui fassent renaître des plaisirs de consommation perdus. Dans ces deux axes, énergie et alimentation, l'idée de conforter un territoire qui recherche de nouvelles autonomies, des capacités de résistance et de résilience liées à ses ressources. Et l'Église peut être ici un lieu d'invention et d'accueil de ces nouvelles énergies. Le monde a changé, le monde change, le monde va changer. Alors nous devons changer nos regards, nos façons de penser le territoire, nos héritages et nos avenirs. Nous venons ici de visiter, de revisiter nos villages et nos églises qui restent au cœur de nos imaginaires, et pour certains évidemment de nos pratiques, comme des lieux essentiels de la vie et de la commune, au sens de la vie commune, de ce qui nous rassemble. Et nous pensons qu'aux enjeux de transition écologique et sociétale qui s'imposent à nous, des réponses peuvent être apportées pour les générations qui viennent à partir des ressources locales. Nos territoires ruraux, nos campagnes sont des sources de valeur, de production et d'invention, à condition de les regarder à la fois avec une tendresse pour leur histoire et les patrimoines qu'ils nous lèguent, mais aussi avec une inventivité et une réelle ambition de renouvellement qui est le propre de notre société. Habiter et partager autrement. Se nourrir et produire autrement. Se chauffer et fabriquer notre énergie autrement. Générer des micro-économies pour tous autrement. Les églises sont une ressource. Voilà. Je pense que le film se termine maintenant. Nous allons pouvoir enchaîner sur notre table ronde. Alors, je précise un tout petit mot quand même, c'est pas le fruit d'une réflexion partagée par tout le monde. C'est un film qui s'est fait pour susciter la réflexion. D'abord celui-là. Pour parler de ce... on pourra parler de commenter ces images-là, si vous le voulez bien. Pour en parler avec vous, monsieur le sénateur, nous avons invité donc Caroline Biencourt, que l'assistance connaît bien parce qu'elle vient juste d'enchaîner son intervention. Caroline est responsable, ou on peut dire conservatrice du patrimoine diocésain du diocèse de Cambrai. Je fais bref. Je soulignerai juste une chose qui n'a peut-être pas été assez soulignée, c'est que des postes comme le vôtre, ils sont très rares dans l'Église de France. J'en connais moins d'une dizaine. Et encore, quand je dis 10, je pense être assez généreux. Et nous avons invité aussi Jean-Paul Mauduit. Jean-Paul Mauduit, vous êtes architecte du patrimoine depuis 1981, ancien élève de M. Pingus. De Pingusson. Pingusson, voilà, tout à fait. Et vous avez restauré et rénové une douzaine d'églises, si ce n'est plus. Enfin, je crois que vous les comptez même plus. C'est ça. Vous êtes très sensible, vous m'avez dit, au réaménagement liturgique. Oui. Et vous êtes reconnu par vos pairs, parce que je pense aussi que vous êtes président d'honneur de l'Association des architectes du patrimoine. Tout à fait. Mais je suis aussi membre d'une commission diocésaine d'art sacré. En plus. Voilà. Alors peut-être quelques réactions à chaud sur les images qu'on vient de voir. Monsieur le sénateur, comment votre population... quels sont vos premiers retours des maires et des personnes? Vous avez vu comment c'est travaillé pour accompagner la réflexion. Vous n'avez rien vu de spectaculaire, a priori. Et non, mais c'est pas. On n'a pas proposé de je pense que ça peut décoiffer un peu, de nuit, ou comme j'ai pu le faire bien en sûr. Aparté, dire à l'un ou l'autre, on peut faire aussi une mosquée, puisque on aura certainement une demande assez importante. Mais ça, c'est juste pour comment, dans certaines situations, accélérer la réflexion. Donc là, c'est juste. Il n'y a pas de révolution en cours, malheureusement. Il n'y a que le dernier exemple montré, la Sèche-Pré, celui qui voulait être transformé en méthaniseur, parce qu'il y a un maire très énergique, qui a un projet culturel et mémoriel autour des combats de la guerre de 14-18. Il a découvert que son village était célèbre aux États-Unis, parce qu'il y a une bataille qui était ignorée ici, mais qui est très célébrée aux États-Unis. Et donc il y a un projet qui monte pour coupler une activité culturelle et mémorielle autour de cette église. Mais voilà, il faut, comme vous le faites aujourd'hui, comme vous le faites dans le Nord, favoriser la réflexion. Je vais vous dire,
après avoir vu l'exemple du Québec et m'être intéressé un peu à la question, je me suis dit il faut arriver à faire évoluer le droit français pour favoriser des usages partagés. Comme on a pu le voir, puisque vous avez dû le dire, hein, le 1905 fait qu'une église, elle est on ou elle est off, mais elle n'est pas entre les deux. Et on ne peut pas avoir de statut intermédiaire. Et moi, je pensais ça. Je me suis dit, tiens, il faudrait faire un travail législatif autour de la loi de 1905. En même temps, j'ai évolué. J'ai aussi travaillé sur la question de la laïcité, qui est un truc génial. C'est immense, hein, la laïcité. On le dit pas assez. Et je me suis dit... et puis il y a eu une paire de réflexions il y a quelques années sur on touche à la loi de 1905. Puis il y a quelques mois encore, on nous a dit on va régler les problèmes identitaires en touchant la loi de 1905. On se dit surtout pas, quoi. C'est une boîte de Pandore potentielle. Puis je vais vous dire, quand vous devenez législateur, vous existez en changeant la loi. Et voilà. Et il y a eu ce fameux colloque là où on s'est rencontrés. C'était à l'automne dernier. Le 4 octobre 2018. C'est ça, ouais, 4 octobre dernier. Et il a été vraiment bien fichu, avec le département, le CAUE, et il y a eu l'intervention de l'évêque. Et franchement, l'évêque, il a été, je dirais, constructif. Constructif en disant, en clair, que les lieux de culte, aujourd'hui, dans la France des petites communes, s'il y avait un renouveau de la pratique religieuse, certainement que ces petites églises ne seraient pas adaptées. Et certainement qu'on ferait comme ça se fait dans les églises les plus contemporaines, près de grandes voiries, des lieux un peu polyvalents, assez grands, avec des accueils, des salles, etc. Un musée à côté, je sais pas quoi, enfin bref. Mais plus ces petites églises. Et ça, c'était déjà un élément de réflexion intéressant. Et puis le second, il a dit, moi je l'avais compris comme ça, que si l'Église ne bougeait pas, il y en a d'autres comme moi qui voudraient bouger la loi. Et donc il vaudrait mieux que l'Église fasse des pas en avant et favoriser des usages partagés. Et moi, ça m'a plutôt convaincu, ce discours-là. Pour préserver la loi de 1905, hein, c'est pas mon idée. Mais c'est trop énorme le patrimoine d'Aristide Briand et cet équilibre si précaire et fragile qu'on a trouvé, qui peut sembler injuste aux laïcards anticléricaux, qui peut sembler à un monumental pour la religion catholique. Il ne faut surtout pas le toucher. Mais bref, moi je suis pour une situation de compromis, qu'on fasse évoluer les pratiques, à condition qu'elles évoluent. Mais voilà où on en est sur le territoire et comment ça contribue à faire avancer les choses, je dirais, assez tranquillement. Vous venez d'ouvrir le petit point sur la loi de 1905. Je crois que Jean-Paul Mauduit n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Seriez-vous favorable à bouger la loi? Et si oui, dans quel sens? Oui, si, je suis tout à fait favorable à bouger la loi pour aller dans le sens du partage et des usages. Je me rends compte surtout, enfin bon, alors évidemment nous parlons de la France rurale, où je circule quand même pas mal aussi, et que je discute avec des élus de tous bords, hein, et il y a un blocage de demander aux prêtres d'utiliser l'église. Parce que le prêtre n'est plus sur place. Il n'y a plus de curé. Il y a un curé pour... Enfin, oui, c'est ça, un curé pour 30, 40 clochers. Et donc, c'est déjà allé dans la commune d'à côté ou la commune loin. Aujourd'hui, les prêtres sont rassemblés dans un chef-lieu de canton pour qu'ils puissent avoir une vie commune. Et ils ne sont plus in situ, ils ne sont plus sur place. Donc, en fait, la petite église, elle vit avec les 3-4 bonnes bénévoles paroissiens qui sont... Il ne faut pas toucher à l'église. Donc là, c'est un point de blocage. D'un autre côté, quand vous avez un maire volontaire, vous sentez des réticences du côté du diocèse, du côté, cette fois-ci, de l'affectataire. Et je pense que il y a un dépoussiérage, je ne veux pas dire, revoir la loi de 1905 dans le sens où l'édifice propriété de la commune puisse être partagé sous des conditions. Par rapport à ce qui nous a été présenté là, du CAUE, il y a quand même un point personnellement, c'est personnel, qui me choque, c'est qu'on a quand même effacé le lieu cultuel. Pourquoi on n'a pas conservé le chœur? Pourquoi on n'a pas conservé le sanctuaire? Et pourquoi il n'y a pas une porte coulissante? Je dis n'importe quoi, mais au moment, elle reste sacralisée, l'église. Et c'est là, comment partager une église, qu'elle soit encore sacralisée, mais qu'en même temps, la commune qui a investi
La collectivité publique qui a investi dans les murs, dans refaire une toiture, faire du chauffage, puisse s'en servir d'une façon normale. C'est là où est franchement le blocage. Voilà, ça c'est le sens de ma pensée. Et puis, autre point, j'ai été sensible à la première image. Il reste quand même la croix sur le clocher. C'est la seule image où on a vu une croix. Bon, d'accord, il y a église, bâtiment, mais l'église a aussi un E majuscule, c'est quand même la communauté. La croix, c'est important, et quand vous prenez votre voiture, que vous circulez de chemin en chemin, on a des repères. Tiens, c'est la croix à droite, c'est le chemin qui était pas... Et donc, ne pas tout effacer, c'est important. Voilà. Caroline, vous qui... Pour rebondir sur l'effacement, je ne sais pas si vous avez fait attention aux images qui nous ont été présentées tout à l'heure, mais sur l'église transformée en garage, au niveau du chœur, juste au-dessus, il y avait le petit crucifix qui était là, quand même, qui se perdait. Et puis aussi dans une des églises de Belgique, là où dans le chœur il y avait un salon de thé, la table centrale c'était une grande croix. Je ne sais pas si vous l'avez, c'était très subtil, mais en tout cas c'était là. Alors effectivement, toucher à la loi de séparation, je pense que fondamentalement c'est pas une bonne idée. Parce qu'effectivement, c'est pas si simple que ça. La loi, elle touche beaucoup de domaines et avec des subtilités. Et puis, elle est vraiment extrêmement complète. En revanche, sur les usages partagés, effectivement, peut-être, alors je ne sais pas juridiquement au législateur ce qu'il pourra faire, mais peut-être d'assouplir justement sur les usages, en sachant aussi que rien ne nous empêche aussi de proposer des conventions, j'ai innové un petit peu avec Fresnes, mais pourquoi pas aussi envisager des conventions clairement écrites sur le papier, alors qui sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre, pour verrouiller les usages, pour voir quelles utilisations on pourrait en faire, mais le système de conventions ponctuelles, pourquoi pas pour être permis. La seule chose encore dans ces usages, c'est qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, les propriétaires, l'affectataire et les potentiels usagers ou les associations. Il y a des églises sur mon diocèse où on accueille en centre-ville le midi des mômes pour faire leurs devoirs, où on a une salle d'accueil qu'on met à disposition. Voilà. Alors sur la question des usages, là aussi, je dois dire que c'est du côté des évêques et des commissions d'art sacré en partie qui nous reste à plancher sur des usages à protéger, à proposer. Et je le redis encore, la directive Vatican de novembre 2018 est extrêmement calibrée sur les reconversions possibles ou sur les usages. Donc là aussi, je pense qu'il reste à créer et à innover, et à nous de proposer et de voir aussi quels sont... Et de nouveaux usages viendront de nouveaux besoins et de nouvelles interprétations. Le tout, c'est de dialoguer. Monsieur Sénégal, vous avez une réponse ? Oui, monsieur Mauduit, vous êtes dans le bâtiment. Moi, je l'ai été à un moment dans le bâtiment, et à un moment dans le bâtiment, on se dit, effectivement, on peut faire un usage partagé, on bute sur la loi, donc on change la loi. Je vous dis, c'est en ayant vraiment tenté d'approfondir la question, et en tenant tellement à la laïcité que je me suis dit on ne peut pas la menacer. Vous avez vu les discussions sur l'identité française autour de ça ? Mais c'est un piège infect. Moi, j'ai pas envie de faire un cadeau comme ça aux Le Pen et consorts. C'est bien trop dangereux comme sujet. Et la question, elle est tellement compliquée et sensible. On l'a vu dans les enquêtes qu'on a fait auprès de la population, quand elle a vu qu'on prenait le sujet au sérieux, qu'il y avait une volonté d'avancer. Tout le monde se dit que c'est compliqué. Il y en a très peu qui disent on rase, qui vont dans les sites... Il y a très peu de gens qui, parmi ceux qui entrent dans la réflexion, je ne dis pas la discussion de bistrot ou qu'est-ce que tu en penses, mais quand on réfléchit, qu'on met bout à bout et qu'on écoute, vraiment, il y en a très peu qui sont pour des solutions radicales de raser, etc. Et donc, c'est ça. Entre deux choses, une utilisation partagée des églises, la possibilité d'évoluer tranquillement, c'est ce que vous sembliez dire, mais vous semblez être la branche progressiste de l'église, parce qu'on a eu des discussions, excusez-moi, avec des gens
qui sont pas aptes au dialogue, qui disent que dans l'Église, s'il y a du chant, c'est que du chant sacré, et que du jazz, il y a un peu le diable là-dedans. Et ben là, on s'en sort pas, quoi. Hein. Mais je crois qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre, parce que je ne crois pas que la population soit prête à revoir la loi de 1905 dans des conditions sereines, et elle n'est pas prête non plus à ce qu'on efface d'un coup d'un seul à la fois le lieu cultuel, le lieu mémoriel et tout ce qui se rattache à ça. Ça fait très social-démocrate modéré, hein, comme je parle, alors que je ne suis pas vraiment comme ça, mais réfléchissant à la question depuis quelques années, je crois qu'il y a un équilibre qu'il faut savoir garder, parce que la laïcité pour moi est plus importante que l'utilisation du lieu physique cultuel. Vous savez, j'ai des discussions souvent avec des carrés de prêtres, hein, même au diocèse, et j'ai l'habitude de leur dire, on a comme une chance en France, vous avez une chance en France, il y a eu la loi de 1905. S'il n'y avait pas eu la loi de 1905, toutes les églises de France seraient propriété des diocèses, ou presque. On voit ce qui se passe à l'étranger, on n'imagine pas un diocèse pouvoir entretenir les églises. C'est impossible. Elles seraient vendues, détruites. Donc ça, il faut commencer par là. Dire, bon, c'est le bonheur, c'est quand même la chance. À partir de maintenant, il y a eu 50 ans, 60 ans, 70 ans sans entretien dans toutes ces églises rurales, surtout particulièrement. Et ça demande un effort de la collectivité publique de les entretenir, de les restaurer. Donc, je leur dis, écoutez, c'est peut-être le moment ou jamais de se poser des questions. Je suis dans au sud de la Seine-et-Marne, vous avez la mairie, propriété de la commune, puis vous avez l'église, propriété de la commune. Dans la mairie, il y a 2 salles, on ouvre 3 portes pour qu'ils puissent se réunir le conseil municipal. Heureusement, il n'y a que 20 conseillers, ou 21 conseillers, je ne sais plus. Tout va bien. Mais dès qu'ils veulent se réunir 30 ou 40, ils vont au routier du bout de la nationale pour pouvoir réunir 50 personnes, 100 personnes. Alors qu'ils ont l'église, ils peuvent mettre 100 personnes, 150 personnes. C'est simple. Mais là, il faut franchir le pas. Alors là, est-ce qu'on va le faire ? Ce pas a été franchi justement au colloque de Nancy dont nous faisions allusion tout à l'heure, parce que Monseigneur Papin, qui est l'évêque de Nancy, a déclaré donc, devant tout le monde, c'est une surprise, parce que moi je l'avais jamais entendu de la bouche d'aucun évêque, qu'entre l'affectation stricte et la désaffectation définitive, parce que toute désaffectation est définitive, il y avait l'ouverture pour une 3e voie pour des usages partagés, et notamment des usages partagés aux besoins des communes, a-t-il spécifié. Quand nous en avons parlé, je vous ai dit que c'était une nouveauté. Et est-ce que vous avez pu rencontrer l'évêque depuis ? Est-ce qu'un dialogue a été noué ? Bien, pendant le colloque, j'avais eu des propos assez vifs sur l'immobilisme de l'Église. Et puis, en ayant entendu l'évêque, il m'a vraiment fait réfléchir. Et le lendemain, il y avait une intervention, la suite du colloque, et j'ai modéré mon propos, et puis j'ai réfléchi. Et je lui ai envoyé un petit mot, disant que je souhaitais le rencontrer. Mais comment dit-on, les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est ça ? Ouais. J'ai pas eu ce rendez-vous. Ah ouais, ça m'étonne. Ça m'étonne parce qu'on le dit ouvert, et j'ai pourtant relancé le rendez-vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, dont acte. Hein. Il y a plein d'autres sujets à réfléchir, mais moi je vais continuer ce travail de là où je suis. Parce que je crois que c'est un très très beau sujet. En détricotant cette question de l'Église, on touche à tout ce qui fait le vivre ensemble, la société, la cohésion, voilà quoi. Vous avez vu Erdogan qui s'interrogeait sur Sainte-Sophie, la cathédrale Sainte-Sophie, là, c'est un lieu incroyable, ça. C'est somptueux, une mosquée transformée en... Ah bah oui, non mais c'est un lieu fantastique ça. Aller à Istanbul, dans ce qui est maintenant un musée, et que tout le monde s'approprie, c'est magique quoi. C'est vraiment énorme, ouais. Je tiens à dire sur la position des évêques que, alors je ne parle que ce que je connais, mais vous l'avez vu, notre situation est extrêmement difficile, que les préoccupations, elles tombent de toutes parts, hein, les vocations, les prêtres, non mais
Et en même temps, on a cette question des usages et malgré tout, d'avoir une position consensuelle de la part de tous, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a autant d'idées qu'on a d'évêques. Hein. Et puis, au niveau local, vous l'avez dit, vous faites partie d'une commission d'art sacré, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, c'est qu'on a aussi des prêtres qui ne sont pas convaincus parce que leur priorité, c'est l'église des hommes et certainement pas les églises de pierre. Hein. Et là aussi, nous aussi, on veille, et tant qu'il y aura des gens quand même pour impulser, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, à un moment ou à un autre, de toute manière, il faudra raccrocher les wagons. Je vais être trivial, mais parce que les affectataires ne supporteront pas d'être à la botte des propriétaires et vice-versa. Et là aussi, d'où vraiment le problème de prendre conscience et de dire il faut anticiper, que ce soit sur le patrimoine qui nous appartient ou le patrimoine qui est affecté. On ne peut pas préjuger de l'avenir, on a des ressources qui s'exprimeront de manière différente, j'en suis persuadée, que ces églises, c'est vraiment un potentiel pour tout le monde, de quelque niveau qu'on se trouve, et je pense qu'il y a moyen de réfléchir concrètement et que de temps en temps d'avoir des petits laboratoires d'idées comme ça peut faire naître d'autres envies ailleurs. J'aurais juste un témoignage à apporter. J'aurais posé après une dernière question au sénateur, parce que le sénateur doit nous quitter là, dans quelques minutes. Vous avez un vote solennel. Juste un témoignage qui explique peut-être, je ne sais pas si ça expliquera la décision de l'évêque ou le non-rendez-vous de l'évêque. Quand devant animer ce colloque, j'ai dû interroger donc tout le monde, les intervenants, et j'ai senti une amertume déjà de leur part de ne pas avoir été associés en amont de la réflexion. Est-ce que là, il n'y a pas une marche? Pourtant, je trouve votre réflexion intéressante, mais est-ce qu'il n'y a pas une marche de manquer à ce niveau-là? Ah non, là, on a vraiment beaucoup réfléchi. Avec eux? À savoir comment mener la réflexion. D'accord. Et je pense qu'on aurait proposé à l'évêché de nous accompagner dès le début de la réflexion. On les a informés, on les a informés qu'on partait, mais entre propriétaires d'églises, on se posait la question. Donc ils ont été tenus informés, mais on ne leur a pas dit, de la même manière qu'on paye l'église et que vous faites les messes dedans, on va payer une réflexion et vous allez réfléchir à notre place. Mais si. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était la population et les élus locaux. Et comment on pouvait faire avancer cet esprit intercommunal. Parce que nous, derrière, c'est ça la question. Comment on montre qu'on est une communauté citoyenne qui n'a pas peur d'appréhender des questions même difficiles. Et notre exercice de la France des petites communes, c'était de montrer que collectivement, on pouvait aller vers une réflexion complexe parce qu'on en a les moyens, on sait s'entourer. Vous voyez, il y a la pédagogie à différents niveaux. Parce que je me rends compte que sur nos églises, il n'y en a pas une encore qui tombe en ruine. Il y en a qui sont en mauvais état, il y en a une qui est même fermée, mais on n'en est pas là encore. Et que dans chaque commune de chez moi, quand on se pose la question de remettre de l'argent dans l'église, ben finalement on la remet, quoi. C'est vrai, hein? Il y a quand même une responsabilité, c'est que... alors là, je vais prendre ma casquette d'affectataire dure. C'est que normalement, si le bâtiment est bien entretenu à coût de révision de chéneaux à 10 000 francs à l'époque ou 10 000 euros, si on fait 100 ans où il n'y a eu aucun travaux fois aujourd'hui le nombre d'années, eh ben on arrive à 1,5 million de travaux. Et donc ça montre aussi que ces bâtiments, ils n'avaient pas besoin d'être plus restaurés que ça au moment où on les a eus en 1905 parce qu'ils étaient en bon état. Il y a peut-être eu aussi des problèmes de défaillance, d'entretien régulier des édifices, et qu'à l'heure actuelle, eh bien, ces maisons, elles ont fait leur temps et elles nécessitent un nouveau coup de jeune. Et je pense qu'on est sur un faisceau de croisement de plein de choses qui font que se pose la question de l'entretien des édifices et de leur devenir, et donc par voie de conséquence, leurs usages. Complètement d'accord, évidemment. Quand on entretient, il n'y a pas besoin de restaurer ou de reconstruire. Mais le monde évolue, beaucoup
quand même toujours pareil de remarques que j'ai pu avoir, c'est la loi de 1905 m'empêche de financer l'église. En disant mais vous êtes le propriétaire quand même de l'église, c'est votre bâtiment, c'est au propriétaire de l'entretenir, à l'affectataire de faire en sorte que l'église soit ensuite maintenue en conservation. Et ouverte. C'est pas tout à fait encore rentré dans tous les mœurs. Je voulais aussi témoigner que il m'est arrivé d'être appelé pour on dirait il y a le contrefort qui s'en va parce que il y a de la glaise, etc. Enfin bref, dans des églises rurales, d'arriver donc le problème avec le maire, son adjointe, etc. C'est d'abord de trouver la clé de l'église. Ah mais la clé de l'église, c'est le curé qui l'a. Où est le curé? Alors, on va revenir dans une demi-heure. Il faut trouver la clé de l'église parce que tout le monde l'a pas. Et vous arrivez à l'intérieur, alors que je suis l'architecte, je la découvre pour la première fois et je fais visiter l'église à leur proposé lui dire. Ah oui, je me rappelle, j'ai fait ma communion à tel endroit. Et en fait, on leur explique leur propre église. Donc, il y a aussi parfois un manque de curiosité. Un manque de curiosité, et de l'autre côté, l'affectataire ne vient plus. L'église, elle est oubliée. Hein. Elle ne peut que tomber en ruine. Monsieur le sénateur, j'ai une dernière question avant que vous nous quittiez. Cette réflexion se fait à l'échelle d'une communauté de communes, donc autour d'un bassin de vie. Est-ce que c'est la bonne échelle, finalement, pour aborder le problème? Est-ce que le clocher commune par commune est-il encore pertinent, ou il faut réfléchir à plus grande échelle? C'est déjà réfléchi à plus grande échelle puisque l'organisation, les paroisses, elles ont anticipé l'intercommunalité très largement. Pas sur le plan des bâtiments. Et comment? Pas sur le plan des bâtiments. Si, parce que chez nous, ils se débrouillent à dire on fait la messe dans l'hiver, c'est 3-4 églises sur la paroisse qui sont entretenues, et puis les autres, elles sont fermées, on fait une messe par an, ils ont toute une organisation. Et pour reprendre votre question précédente, pourquoi on ne les a pas plus associés? Ils ont une vraie réflexion de paroisse, et nous, on a notre vraie réflexion laïque de l'utilisation des lieux de culte, de leur entretien. Il fallait vraiment que ce soit parallèle pour libérer la réflexion chez les élus, tant ceux qui sont plutôt de côté anticlérical que pour tenir une bonne distance, je crois, des choses. C'est des équilibres complexes, quoi. Mais je crois que je vais vous envoyer, monsieur Mauduit, un bouquin de Jean-Louis Bianco sur la laïcité, parce que non, mais je vous assure, hein, moi c'est en arrivant au Sénat, je me suis dit oh là là, c'est compliqué les lois. Moi, j'ai jamais rêvé d'être de parlementaire comme ça. Enfin, quand j'étais petit, moi, je suis agriculteur de métier. Je fais pas de la politique depuis que je suis gosse, quoi. Hein, et j'ai découvert la fabrication des lois et tout ce que ça a impliqué de complexité, comment la loi, elles ne peuvent pas être faites sans être en accord avec la société. Il y a un équilibre complexe. Ce n'est pas les 348 sénateurs, les 577 députés qui font la loi. Ils la font parce qu'il y a une société. Il faut que tout ça bouge en même temps. Autrement, tu as plein de lois qui ne sont pas appliquées, des lois qui ne marchent pas bien. Et tout ça, ça doit travailler ensemble. Et je crois que ces étapes, pour préserver la laïcité, d'une évolution de l'Église, alors, certains ils me disent que j'espère beaucoup, elle est indispensable qu'il y ait un changement des pratiques, plus d'ouverture à des utilisations partagées. Mais monsieur le sénateur, c'est souvent, très souvent, que lorsqu'il faut rajouter un petit peu d'argent pour achever la restauration d'une église, la réserve parlementaire des députés ou des sénateurs est attribuée. Alors c'est très volontaire des maires quand ils sont sénateurs pour aider leur propre église. Eh bien, monsieur Mauduit, cette pratique féodale a été supprimée. Il n'y a plus de réserve parlementaire. On arrive à faire de la politique sans se comporter en notable qui vient donner quelques pépettes dans une petite commune. Mais pour les partenaires financiers, là aussi, je vous le disais, l'affectataire aussi, on n'est pas considéré non plus, parce que forcément, on n'apporte rien sur la table en termes de financement. Par contre, on est quand même des bonnes ressources quand il faut aller chercher des associations partenariales, les associations de sauvegarde locale, la sauvegarde de l'art français, la Fondation du patrimoine, où nous, on a une pratique sur le diocèse, c'est qu'il n'y a pas une souscription Fondation du patrimoine qui ne marche pas sans le diocèse.
diocèse. C'est-à-dire que systématiquement, on fait une quête qui va venir contribuer à la Fondation du patrimoine. Parce que nous aussi, on avait constaté qu'à chaque fois qu'on inaugure, on fait une messe, effectivement, il y a le panneau qui se déroule, et on a toujours logo patrimoine, logo département et logo mairie, mais jamais le diocèse qui arrive à côté. Alors que finalement, nous aussi, on a permis à la fois de réouvrir l'église, de pouvoir avoir un aménagement liturgique correct. On a fait un accompagnement scientifique et technique, c'est sûr, c'est pas en financièrement, mais c'est d'aller sur place, de dialoguer avec tout le monde. Et en fait, on n'apparaît jamais. Donc on n'est même pas considéré au moment de la rouverture de l'église comme un partenaire, que ce soit un partenaire et financier ou moral. Et ça, alors qu'on apporte la Fondation du patrimoine, la sauvegarde de l'art français sur des collectes d'argent. Et vous voyez, voilà, il y a de temps en temps où je me dis, ça serait peut-être bien de remettre aussi les choses et tous les partenaires en même temps. Un besoin de médiation. Peut-être qu'on peut passer la question à la salle. Peut-être il y a des questions qui se lèvent. Je ne ferai pas qu'on confisque la parole. Excusez-moi, Marie Montfort, donc je voulais réagir sur quelques petits points, notamment sur la loi de 1905. Il se trouve que quand j'ai eu la chance de diriger la coarc, il y a eu une juriste qui a refait une lecture de la loi de 1905 et une expertise. Et on la lit en réalité très mal, et je pense qu'on est très très loin de son application aujourd'hui. Et notamment, on a découvert à cette occasion que les communes propriétaires font effectivement l'entretien des chéneaux, font un certain nombre de choses qui ne leur incombent pas, puisque cet entretien quotidien, en réalité, devrait incomber à l'affectataire. Donc ça, c'est très clair dans la lecture de la loi 1905. On le fait souvent parce que on sait que les communes ne peuvent pas le faire. Moi, je me souviens aussi de m'être battue à Notre-Dame de l'Assomption pour que, après la restauration de la coupole, le clergé affectataire prenne en charge une révision annuelle des filtres de chauffage. Sinon, ça ne servait à rien de restaurer la peinture murale. Donc ça, c'est pour le fait qu'on est extrêmement loin. Et d'autre part, je pense que sur la question des usages, on est aussi complètement en dehors des clous de la loi. Pardon, mais moi j'ai vu, il y a des églises où il y a des concerts, il y a des églises où il y a avec une billetterie dont il y a une redevance normalement à verser au propriétaire qui n'est jamais versée. Il y a des églises où il y a des tournages de films. Pareil, donc ça c'est... Et en réalité, on est... la partie qui devrait être versée au propriétaire n'est pas reversée, pardon. Et donc, on a dépassé ce stade. Et puis, deux petites choses que je voulais dire aussi, c'est que il y a quand même... moi qui travaille en Seine-et-Marne aussi, comme Jean-Paul Mauduit, il y a quand même des œillères, pardon, mais du côté de l'église. Moi, je vois beaucoup de communes rurales, de toutes petites communes, où les églises sont tenues par des bénévoles, qui font souvent des bénédictions, qui sont souvent des femmes, qui n'ont aucun statut par rapport à l'église. Voilà, donc ça, c'est mon petit côté un peu militant. Et enfin, sur la question des financements, il y a quand même un nouveau dispositif qui a été voté au moment de la présidence d'Emmanuel Macron, qui est très favorable aux petites communes et à la DRAC Île-de-France, les communes de moins de 2000 habitants qui ont des monuments classés ou inscrits. Nous avons réussi, pour certaines toutes petites communes rurales, à faire financer avec le département et la région, et c'est la DRAC qui se charge de rabouter tous les morceaux, des projets de restauration jusqu'à hauteur de 97% du montant. Voilà. Donc c'est juste mon petit coup de sang, mais voilà. Merci pour l'information. Et rappelez que l'État est là. Mais on bénéficie de financement DRAC quand on a un classement ou une inscription. Sur des patrimoines non protégés, je peux vous assurer que sur certaines communes du fin fond de l'Avesnois, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher les fonds. Oui, bonjour, je vais vous dire une petite chose. C'est simplement que vous parlez d'ouverture. Et en fait, je trouve qu'on ne parle que de l'Église. Et je voudrais savoir si vous avez demandé à ceux qui ne veulent pas rentrer dans une église,
ce qu'ils veulent de cette Église, de ce qu'ils veulent en faire. Parce qu'on risque de leur faire un cadeau, comme aux enfants, et ce cadeau, ils n'en veulent pas. Je me demande. Alors en fait, je vais extrapoler, c'est que sur mon expérience, on a eu une commune qui avait un projet de restauration d'édifices. Voilà. Elle avait les financements pour le faire et elle s'est interrogée sur le bien fondé de la nécessité de restaurer son édifice. Et puis, là encore, on a soumis l'idée de faire un référendum pour que justement, s'il n'y avait pas un parti pris politique de s'engager à la restauration de cet édifice, quelles étaient les orientations à prendre. Alors c'était vraiment ubuesque parce que d'habitude on a un projet de restauration mais pas avec le financement derrière. Là on avait tout, et l'édifice, le financement, et on avait le point d'interrogation sur la décision politique. Un référendum a été mis en place sur la commune, où là on a eu quand même la commune a eu un gros taux de participation, donc je pense qu'il n'y a pas que des paroissiens qui ont répondu à la demande de la commune. Et en fait, le référendum a été accepté. Alors, je ne saurais plus vous dire les chiffres, mais en tout cas, le oui l'a emporté à l'unanimité. Madame, dans notre situation, on n'a pas appelé que des catholiques pratiquants dans la réflexion, hein. C'était bien plus large. Donc des gens qui ne vont pas dans l'église ont pu largement participer. C'était l'intérêt de mêler les paroles. Et Madame, vous avez raison, la loi 1905 telle qu'elle est écrite et telle qu'elle est vécue, il y a un delta. Mais si je conseillais au maire de mon secteur de mettre d'envoyer un recommandé à l'évêque pour qu'il entretienne les chenaux, par exemple, on bloquerait le système assez vite, je crois. Je vais terminer par c'est pas une anecdote, hein. Dans mon travail de législateur, j'ai voulu, avec d'autres collègues, reprendre un texte qui avait été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, qu'il fallait reprendre au Sénat, s'agissant de donner la possibilité à nos concitoyens de mener des obsèques dans une salle polyvalente et qu'il y en ait la gratuité. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que il y a une loi de la fin du 19e siècle qui prévoit les obsèques, mais qui n'a jamais dit que les obsèques pouvaient se passer en dehors de l'Église. Et donc le texte de loi était tout simple, il disait la commune, si elle en dispose d'une salle, peut la mettre à disposition gratuitement des concitoyens qui en feraient la demande. Et c'est un cas courant que des gens ne souhaitent pas, pour des raisons qui leur sont propres et qu'on doit respecter au nom de la laïcité, avoir une cérémonie, même laïque, à l'intérieur d'une église, puisque c'est un lieu sacralisé. Mais j'ai vu comment ça se passait au Sénat. Personne n'a dit au nom de mes convictions, c'est pas possible, etc. Et on s'est fait ramasser là c'était les socialistes qui proposaient ce texte de loi, par le groupe majoritaire, mais il n'y a pas eu un mot en référence à la croix. C'était, mais non, vous demandez la gratuité, c'est une charge pour les communes, etc., etc. On a pris tous les arguments pour protéger une certaine conception de la société. Pour vous dire à quel point les choses sont compliquées, et que moi je pense que proposer l'utilisation partagée des églises, on y arriverait, parce que ça tient du bon sens. Mais, et je termine là-dessus, à nouveau, il faut protéger la laïcité. C'est un truc... c'est énorme. On n'est que 3 pays au monde laïques, hein. Je dis théoriquement parce que la laïcité, par exemple, en Turquie, justement, qui est un pays laïque, elle n'est pas vécue comme nous la vivons là, mais c'est énorme. Ça apparaît compliqué, mais c'est comme l'air qu'on respire, la laïcité, ça apporte un bien fou. Je vous remercie pour ma part, je dois effectivement repartir pour un texte important au Luxembourg. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci de votre participation et d'être venu jusqu'à nous. Merci, monsieur le sénateur.